Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est un face-à-face aujourd'hui avec Pierre Malinowski, qui est président de la Fondation franco-russe des initiatives historiques et auteur de ce livre « À la recherche du tombeau perdu ». Et c'est aux éditions Cherche Midi. Voilà. Imaginez Proust qui se saoule à la vodka de manière excessive, et ça donne non pas à la recherche du temps perdu, mais à la recherche du tombeau perdu. Alors c'est une histoire formidable, je dois dire, Pierre Malinowski, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est Napoléon. Oui, le Napoléon, l'empereur, etc. Avec son meilleur ami, l'un de ses meilleurs amis, le général Gudin, et c'est la campagne de Russie, la fameuse, terrible, infamante campagne de Russie où effectivement il avait perdu. Mais il s'est passé des choses extraordinaires. Et je veux dire que votre livre, ce qui est formidable, Pierre Malinowski, parce que, en fait, vous êtes, vous, avec votre père, vous êtes le père de l'underground. Et quand je dis l'underground, ça n'a rien à voir avec la contre-culture américaine. C'est au contraire la recherche à Craonne de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Alors racontez d'où c'est venu cette recherche, effectivement, des traces, des corps, des soldats et de l'histoire sous terre. Bon, merci de cette présentation. En fait, je suis né sur la première ligne de front et en fait, toute ma vie est reliée à la Première Guerre mondiale. Depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai toujours entendu parler de la Première Guerre mondiale. Vous étiez donc à Craonne, près de Craonne, à côté, sur le chemin des Dames. Et moi, le chemin des Dames, oui. Pour beaucoup de gens, le chemin des Dames, ça évoque pas grand-chose. C'était les filles de Louis XV, en fait, qui prenaient cette route-là pour aller voir leur tante. Mais c'est surtout un lieu de combat de Napoléon, déjà, puisque c'est la dernière victoire de Napoléon en 1814. C'est sa dernière victoire. Ouais. Et ensuite, c'est la Première Guerre mondiale. Où c'est Verdun, le chemin des Dames. Ah non, justement, Verdun, c'est la Meuse, et là, le chemin des Dames, c'est l'Aisne, mais on parle souvent de Verdun puisque c'est une victoire, alors que le chemin des Dames, c'est une tragédie. C'est 200 000 morts en moins de 3-4 mois sur un front de 20 km, et il reste environ entre 70 000 et 80 000 poilus juste sur ces 20 km. Donc, faut imaginer 70 000, 80 000 familles, voilà, qui ont été des orphelins. Et nous, mon père m'emmenait tous les week-ends à la recherche de ces poilus pour essayer de leur redonner une identité. Ouais. Donc on se promenait dans les tranchées, on arpentait tous les champs de bataille, et lorsqu'on retrouvait un poilu, mon père nous expliquait, et ensuite il appelait le garde de l'époque, les autorités, et il récupérait les corps pour l'inhumer au milieu de ses camarades dans les cimetières locaux. Et après, quand vous retrouvez les familles de ces poilus-là, c'est ce qui est le plus émouvant, en fait. Parce que même la Première Guerre mondiale, c'est notre guerre patriotique. On a tous été touchés, presque toutes les familles françaises ont un aïeul, un oncle, un grand-père qui a participé. C'est une hécatombe. Enfin, une hécatombe. Ouais. 1 300 000 morts, quand même. Donc, c'est vraiment toute une génération qui a complètement... On s'en est jamais remis, en fait, de la Première Guerre mondiale. Mais quand vous retrouvez aujourd'hui un poilu, et que vous retrouvez, par exemple, j'ai un exemple d'un poilu qu'on a retrouvé qui s'appelait Jean Boudon, qui est mort le 16 avril 17, donc le début de l'offensive Nivelle. Et lorsque j'ai retrouvé son arrière-petit-fils, qui avait 84 ans quand même, qui avait fait la guerre d'Algérie, et je l'appelle et je lui dis, on a retrouvé votre ancêtre. Et là, il s'est mis à pleurer, il me dit, c'est le héros de la famille. Il m'a envoyé des photos de lui, il l'avait encore dans la famille, ils avaient tous ses lettres et tout ça, quelques jours avant sa mort, et de le retrouver 100 ans plus tard, ils sont venus sur place et c'est comme si c'était... Enfin, on pouvait maintenant boucler cette histoire et voilà. Le devoir de mémoire. C'est exactement ça. Et moi, je me battrais pour ça, puisqu'il y a une citation qui est connue de Solovyov, la guerre n'est pas terminée tant que le dernier soldat n'est pas enterré. Et pour moi, on devrait pouvoir, en fait, légaliser cela, de retrouver les soldats de la Première Guerre mondiale pour retrouver les familles et surtout pour les inhumer. Et alors vous êtes allé beaucoup plus loin, parce que vous avez retrouvé, vous dites, le dernier soldat qui n'est pas retrouvé, mais vous avez trouvé, alors au terme justement de fouilles incroyables en Russie, vous avez trouvé un cercueil vieux de 207 ans. C'est ça. À Smolensk, à 400 km à l'ouest de Moscou, et vous avez retrouvé la sépulture du général Gudin, un fidèle de Napoléon, mort après la prise de la ville par la Grande Armée. Alors, comment vous êtes arrivé sur ce chemin de Napoléon, ce chemin de la campagne de Russie ? Déjà, ça me passionne comme beaucoup de Français quand même. Dès qu'on aime l'histoire, on s'intéresse directement à Napoléon et puis surtout à la campagne de Russie, puisque c'est vraiment l'aventure d'aller jusque là-bas. Pourtant, c'était une armée de 600 000 hommes avec 500 000 morts. Donc ça a été une hécatombe aussi dans la coalition. Et je me suis dit, j'aimerais bien, comme j'habite en Russie, de retrouver des grognards, puisque les grognards de la retraite, on les imagine tous sous la neige comme ça, en train de mourir de froid. On a plein de photos comme ça directement en tête. Mais je me suis dit, si je veux avoir un impact assez fort pour que ça
touche le président et puis les médias, il faudrait que je trouve une personnalité. Et je me suis intéressé, je me suis dit pourquoi pas, de regarder la liste des généraux disparus. Et il y en avait 12. Donc 12, c'est rien sur 500 000 morts, mais c'est quand même beaucoup. Mais retrouver un corps d'1,70 m dans un pays comme la Russie, franchement, c'est même pas une aiguille dans une botte de foin, c'est impossible, on me disait. Et je suis tombé sur la biographie de Gudin, je connaissais pas du tout. Je regardais, il était sur l'Arc de Triomphe 2 fois, il a une rue dans le 16e arrondissement, ici, pas loin. Il était à l'école avec Napoléon à Brienne quand ils avaient 11 ans, donc faut s'imaginer, ils se lançaient des boules de neige. Enfant, amis d'enfance. Amis d'enfance depuis leurs 11 ans, en fait. Ils étaient vraiment proches. Et Gudin a un parcours exceptionnel, mais complètement oublié, puisqu'il est mort en Russie, il est mort dans les bras de Napoléon, quand même, hein. Et Napoléon a pleuré, il pleurait jamais, mais là, il a pleuré, c'est écrit dans les mémoires de Ségur. Et son fils, après, il a été le page de Napoléon à la bataille de Waterloo. Donc, c'est pour montrer à quel point Napoléon aimait beaucoup Gudin. Il a pris son fils, après, comme bras droit. Et donc, je me suis intéressé à sa biographie, et puis, il y avait rien comme source. J'ai regardé les sources, c'était le comte de Ségur et un autre officier français, mais il le situait, les funérailles, à l'opposé en plus de la ville. Donc déjà, je me dis, c'est complètement l'opposé. Où il est. Même pas à Smolensk. Smolensk, qui est une très grande ville, c'était complètement à l'opposé. Donc je me suis dit, on va tenter. Et là, je présente à Poutine le 11 novembre 2018. Il vient pour les commémorations de la Première Guerre mondiale aux Champs-Élysées, là, à l'Arc de Triomphe. Et je le vois ensuite après. On fleurit le monument sur le pont Alexandre III. Et puis je lui dis, Président, vous m'autorisez à essayer de rechercher le meilleur ami de Napoléon en Russie. Il a éclaté de rire. On a le film d'ailleurs. Et puis il me dit, bon, bah, bonne chance. Mais en gros, il m'a pris pour un fou. Et moi, je me suis dit, oh, ça me motive, ça. Et j'ai réussi à persuader des archéos français de l'INRAP et tout ça de venir avec moi. On a fait une mission au mois de mai, mai 2019. Mai 2019. C'est ça, oui. Et là, chou blanc. On retrouve des grognards de Gudin, du 21e de ligne, donc on retrouve des soldats. Mais à Smolensk, on commence à creuser sur un endroit, sur une espèce de butte où on s'est dit, il peut être là, il n'était pas là. Donc les Français, au bout d'un mois, ils repartent, le projet est fini et c'est tout. Mais moi, je n'arrivais pas à arrêter. Et j'ai revu le porte-parole de Poutine, qui s'appelle Peskov, et puis je lui dis, bon, bah, j'ai pas réussi, mais je continuerai bien. Il me dit, mais continue. Et il me dit, je sens que tu vas y arriver. Bon. Et là, je me promène dans la ville, je me rappelle, c'était au mois de juin 2019, puis je me dis, si j'étais Napoléon, où est-ce que je vais enterrer mon meilleur ami, en fait? Donc là, je vais déjà dans un endroit, je regarde les archives d'époque, qui s'appelle le King Bastion, le Bastion Royal. Je dis déjà, le nom, ça peut plaire à Napoléon. Et au King Bastion, il y a 5 grandes buttes. Et je me suis dit, bah, la butte la plus haute, vu comment Napoléon était narcissique, il met son meilleur ami là-bas, puisqu'il était présent et tout ça. La plus haute, qui domine la ville, moi je mettrais mon ami là-bas, un tumulus. Et je vais là-bas, je leur dis, j'avais le droit qu'à 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est le studio, hein, c'est vraiment minuscule. Et là, je leur ai dit, je dis aux archéos on a financé, bah, creusez les 20 mètres carrés là, ils rigolent, ils me disent, tu le trouveras jamais, il est pas là, mais tu payes, fais-le. On le fait. Une semaine, rien, et on avait le 10 jours. Et le 9e jour, donc la veille, hein, à chaque fois c'est toujours la veille avec moi, il gratte 20 cm de plus, et là il y a 2 dents qui tombent, en fait, 2 dents. Mais là, moi, j'avais compris que c'était Gudin directement, parce que vraiment situé au centre du bastion, vraiment à la française, quoi, le génie français. Et on continue, et là on tombe sur du bois. Et à l'époque, il faut savoir que tous les corps étaient enterrés à même la terre, sans aucune. Il y a eu tellement de morts, ils les mettaient dans des fosses. Bien sûr, on les mettait. Ouais. Et une semaine après, donc là, il y a les médias qui arrivent, et puis on voulait le faire devant les médias pour avoir des preuves. Et je leur ai dit, commencez par les jambes. S'il lui manque une jambe au niveau du genou, comme il a eu la jambe arrachée, il est mort de ça. Ah oui, vous saviez tout ça, bien sûr. Ouais. Et là, je me rappelle, ils arrivent sur la jambe qui est arrachée par le. Moi, j'avais compris tout de suite que c'était lui. Mais bien sûr, il manquait encore les analyses nucléaires, enfin d'ADN nucléaire. On appelle, ça veut dire avec pas un descendant direct, mais sa mère ou son frère, quelqu'un de très proche, parce que ça fait 200 ans, il faut de l'ADN nucléaire pour toucher des présidents, parce qu'ils peuvent pas s'exprimer tant qu'on n'a pas la certitude. J'ai transporté donc le corps dans mon sac dans l'avion, donc là, ça c'est aussi un film dans le film en fait, parce qu'il n'y avait pas de loi qui autorisait à pouvoir faire ça, donc je leur ai dit, bah moi je veux bien transporter le corps avec moi. Transporter où? Dans mon sac, dans l'avion. Oui, non mais où? En France, je l'ai ramené en France. Vous l'avez ramené en France. Bah oui. Puis je parlais avec lui, je lui donnais ma boule. Je disais, t'es parti à cheval, tu reviens en avion et tout ça. Je me souviens, j'étais dans l'avion à 4h du matin. Mais vous savez, au détecteur à métaux, à 4h du matin, même s'il y avait tout le fémur et tout qui passait, moi, le détecteur, j'étais comme ça. Mais eux, ils peuvent pas imaginer que je suis en train de transporter un corps humain avec les dents, le crâne et tout ça. Je l'ai donné en France aux experts, au professeur Michel Signoli du CNRS. Et moi, je suis tombé malade. Parce qu'à chaque fois, je tombe malade après le projet parce que tellement je suis épuisé avec le stress. Et ils récupèrent les corps. L'Élysée me dit, c'est bon, on va faire l'exhumation de la famille. Ça a mis un mois de plus parce que même le procureur de Chartres, il disait, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai jamais fait ça pour un général de Napoléon, ça n'existe pas, il y a rien. Tout ça, c'était la première fois. Et c'est le maire du petit village
qui s'appelle Saint-Maurice-sur-Aveyron, qui autorise, comme il est officier de police judiciaire, d'exhumer la mère et le frère. On exhume, donc les dents de la mère vont à Marseille, ils font l'analyse, ça prend 2 mois, et là ils prouvent à 100% que c'est lui. Les Russes veulent une confirmation, je reprends le corps, je le ramène en Russie avec les dents de la mère aussi, parce qu'ils veulent leur ADN. On ramène tout en Russie. Ils font leur confirmation et après, les présidents sont exprimés parce qu'on avait la confirmation à 100%. Et donc, l'apothéose de ça va se passer en mai 2021. C'est ça. Sauf Troisième Guerre, ou je sais pas, ou quelqu'un qui reboit du thé. Ou 5e reconfinement, mais enfin, on l'espère pas. Voilà. Ouais. Mais là, je pense qu'ils garderont cette date parce que c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, le 5 mai 2021, donc ça va être les 200 ans de la mort de Napoléon et c'est la première fois où un président de la République française va honorer Napoléon. Donc ça, le président Macron a dit qu'il le ferait. Donc ça, par contre, c'est respectable parce que c'est le premier qui le fera. Et donc ils vont célébrer Napoléon et enterrer Gudin aux Invalides. Le caveau est déjà prêt. Avec Vladimir Poutine. Avec Poutine. Voilà, Poutine a accepté de venir. Ils en ont parlé au fort de Brégançon. Maintenant, il manque encore des discussions au niveau du Quai d'Orsay, de rapatrier le corps. Et donc il serait enterré aux Invalides. Aux Invalides. Entre Rouget de Lille et le maréchal Leclerc. Donc voilà. Et tout ça est organisé par Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire, qui s'occupe de ça, d'organiser les funérailles. L'armée française s'occupe de toute la cérémonie aux Invalides. Poutine a déjà accepté. Vangelis compose l'hymne. Je pense que ça va faire le tour du monde, cette journée du 5 mai 2021. Ouais. Non, mais c'est évident. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous, Pierre Malinowski, vous n'abandonnez pas les fouilles puisque vous êtes sur un projet, il faut en parler, extraordinaire aussi, de corridors, de tunnels. Ouais. Parlez-en. Alors, oui, j'ai 2 projets, donc Stalingrad, mais aussi surtout Craon, qui est paru hier dans la presse. Après 25 ans de travail de mon père, quand même, depuis 1995, on recherché le tunnel, le Winterberg Tunnel, le nom, le tunnel de Craon, où 300 soldats auraient été enterrés vivants le 4 mai 1917 après un bombardement de français, et tous ces jeunes se seraient suicidés dans le tunnel après 7 jours d'agonie atroce. Seuls 2 soldats auraient été sortis vivants. Et les Allemands ont essayé de le trouver, l'armée allemande, en 1974, chou blanc. En 2010, ils sont revenus, pareil, chou blanc. Et moi, j'ai pris la décision, comme mon père nous avait montré au milieu de nulle part, où le tunnel devrait être, avec ses calculs. On a décidé avec une équipe d'amis à moi, d'une dizaine de militaires, d'archéologues, enfin il y a un peu de tout dedans, d'y aller, à la grue, on peut le dire maintenant, le 31 décembre l'année dernière, de faire les 2 kilomètres dans la forêt, et puis pendant que tout le monde est en discothèque. Parce que tout le monde va en discothèque le 31 décembre, donc personne n'est sur les routes. Donc nous, on a fait un convoi exceptionnel, et on est parti à Craon la nuit, et ce qu'on a vu, c'était absolument... je vais pas dire cauchemardesque, mais oui, parce que c'est le Pompéi de la Grande Guerre. Tous les soldats sont momifiés. Oui, c'est presque Pompéi, c'est ça. Ils ont pas bougé, en fait. Ils ont la peau, les cheveux. Les premiers, parce que nous, on n'a pas ouvert pour pas que l'air rentre dedans après, parce que les analyses ont été faites par les Allemands maintenant au mois d'août. Ça va se lancer. Et ils avaient tous leurs cheveux, les cheveux, la peau, ils ont les uniformes complets. C'est une ville dedans. Mais nous, on a fait 5 mètres seulement sur les 300 mètres. Les 300 mètres sont faits par l'armée allemande, la Bundeswehr, normalement assistés des archéologues français et de l'armée française, et ça devrait être au mois d'avril l'année prochaine. Après, moi, je suis retiré du projet. Moi, Malinowski, il n'existe plus après une fois que c'est lancé, parce que voilà, maintenant c'est officiel. Mais nous, on l'a trouvé. On peut dire on l'a trouvé. Mais alors, Pierre Malinowski, tout ça, alors de Gudin, Napoléon, etc. Votre père, qui déjà, effectivement, vous m'avez dit ça hors antenne, mais c'est formidable, qui passait 5 heures dans les archives. Il était conducteur de métro. C'est ça. Mais il passait 5 heures dans les archives. Et pour vous, c'est quoi? C'est le devoir de mémoire? C'est quoi? D'aller chercher tout cela? Je veux dire, qu'est-ce qui vous motive profondément? C'est qu'il ne faut pas oublier ce passé sans quoi on ne peut rien faire? Pour commencer déjà, c'est les remercier en fait. Parce que tous ces jeunes qui sont morts pendant déjà la Première Guerre mondiale, c'était des artisans, des boulangers, des agriculteurs. C'était pas des militaires de métier comme moi je l'ai été aussi. Nous, c'était notre travail en fait. Aujourd'hui, on enterre un militaire qui meurt au Mali, on l'enterre aux Invalides, on lui fait des grandes cérémonies, mais c'est notre travail, on est une armée professionnelle. À l'époque, on allait chercher tout le monde, comme, allez, on se fait attaquer par les Allemands, vous allez dans les tranchées pendant 4 ans, mais 4 ans, nous, on fait pas une journée, moi aussi. Une journée avec de la boue jusque-là, attaquer la butte de Craon, moi, j'y vais pas. C'est hallucinant ce qu'ils ont vécu. Et ils ont une résistance mentale pendant 4 ans de voir tous leurs amis mourir. Et physique et mental, tout. Ces gars-là, ils méritent d'être honorés et qu'on les retrouve et qu'on retrouve les familles et qu'ils reposent en paix. Parce que faut pas se dire, oui, ils sont bien ou ils sont... Non. Quand vous les trouvez dans des positions complètement éclatées, vous voyez sur le visage qu'ils sont pas en paix, les gars. Les squelettes, vous voyez bien la souffrance qu'ils ont eue. Et il y a les tracteurs qui roulent dessus, il y a des parkings qui sont faits dessus. On n'a aucun respect parce qu'il y en a eu tellement que maintenant, l'archéologie de la Grande Guerre, elle vient seulement de se mettre en état de marche grâce à Yves Desfossés, qui est un archéologue de l'INRAP, qui m'aime pas trop, mais moi je l'aime bien, parce qu'il fait des choses exceptionnelles pour tout ça. Dès qu'il y a un poilu, c'est lui
lui qui y va et qui va retrouver les corps et puis qui leur rend une identité. Et moi, pour moi, ça devrait être le travail de chacun et surtout d'être autorisé parce que depuis 1921, il y a une loi qui interdit de rechercher des poilus. C'est complètement débile parce que et cette loi-là, faudrait la faire sauter. Et il faudrait pas autoriser les fouilles pour n'importe qui parce que sinon tout le monde va les détecter, ça va être n'importe quoi. Mais quand vous avez des endroits précis où vous savez qu'il y a des corps, parce que nous on le sait, où vous avez des fosses communes de poilus, on devrait pouvoir, avec les professionnels, de pouvoir les exhumer et de les enterrer. Ça sert à quoi de les laisser sous la terre ? Une sépulture digne de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont Exactement. Puisqu'après, vous imaginez une famille de les retrouver 100 ans plus tard, l'émotion, et ils viennent les fleurir les tombes, ils savent où il est après. Là, on ne sait pas. Au milieu des tranchées, au milieu de la forêt, sous les champs de betteraves, vous croyez que c'est une... Non, pour moi, c'est pas une vie. Enfin, c'est pas une vie, ils sont morts. Hein. Mais ces gars-là, ça fait 100 ans qu'ils sont ici, et sans eux, on serait allemand déjà, on peut le répéter quand même, parce que la Première Guerre mondiale, on la gagne. Et puis après, moi, je continue même pour les grognards aussi, parce que les grognards, c'est aussi des soldats que Napoléon, il a embarqué en Russie, où il y avait rien à faire là-bas, parce qu'en Russie, il y a été pour une histoire de femmes. Et vous vous rappelez, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais vous vous rappelez, Pierre Malinowski, il disait cette phrase d'un magnifique Napoléon, je crois qu'il a dit à Sainte-Hélène, ma gloire s'est faite sur le rêve de mes soldats endormis. Oui, exactement, oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs, alors on n'aime pas Napoléon, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il y avait au moins cette espèce de rêve, cet idéal qui mobilisait tout le monde, quoi. Ah bah bien sûr, rien que de voir l'empereur, c'était quelque chose, même à l'époque, même ceux qui l'aimaient pas quand ils le voyaient, c'est comme si aujourd'hui on en parle, c'est exactement comme Poutine. Il y en a beaucoup en Russie, ils n'aiment pas Poutine, mais quand ils le voient, vous avez le respect du personnage en fait, parce qu'il en impose, parce qu'il est là depuis 20 ans, parce qu'il a remonté la Russie à un niveau, même si tout n'est pas parfait. Napoléon, c'était pareil. Aujourd'hui, les chefs d'État européens, vous les voyez, si vous faites une photo, tout le monde va rigoler. Hein. Vous postez ça sur les réseaux sociaux, c'est plus pour se marrer. Alors que vous faites une photo avec Poutine, croyez-moi, comment tu l'as approché, comment tu l'as vu, comment il est. C'est comme des personnages comme ça à l'époque, quand ils voyaient Staline, quand ils voyaient... C'est larger than life, comme disent les Américains. Non, mais c'est-à-dire que c'est des personnalités. Même Trump, on l'aime ou on l'aime pas. Ben, bien sûr, c'est un président voilà, vous croisez Trump, vous faites une photo, même si tout le monde déteste, vous l'avez quand même vu, c'est le président du pays, un des pays les plus puissants. Par rapport aux jeunes générations, par rapport à aujourd'hui, vous êtes jeune, qu'est-ce qui, pour vous, le message à faire passer de tout cela, que ce soit Gudin, ce que vous avez fait, que ce soit ce qui va se passer en mai 2021, que ce soit le couloir de Craon, que ce soit d'autres choses que vous allez faire, vous continuerez à creuser. Ah, bien sûr. Donc, quel est pour vous le message le plus important à faire passer ? Ben moi, je veux leur expliquer qu'ils ont beau être, surtout la génération actuelle, d'être quand même assez anti-militariste, hein, puis très feignants pour beaucoup. Ils sont aujourd'hui ici dans leur petit cocon avec tous les avantages qu'ils ont grâce à tous ces gars-là, d'accord, qui avaient le même âge, qui sont morts à leur âge. À 18 ans, ils fumaient pas du teuteux comme ça à être chez eux. Ils étaient en train d'attaquer pour combattre les Allemands, à sortir des tranchées avec des mitrailleuses qui leur tiraient dessus, et que les oublier de se dire, par exemple, quand vous avez des cours d'histoire, j'ai déjà entendu des jeunes de 17, 18 ans qui se disent, même plus jeunes encore, se dire, qu'est-ce qu'on en a ciré de la Première Guerre mondiale, c'est loin, tout ça. Mais tu serais pas là, mon gars. Aujourd'hui, tu sais pas où tu serais. Et ces gars-là, ils devraient peut-être y penser un petit peu, de lire un peu, par exemple, même des livres simples, les Croix de bois, des choses comme ça, pour comprendre comment c'était. C'est pas vieux, 100 ans. Et s'il y avait une guerre actuelle, chose que on sait jamais ce qui peut arriver. On se fait écraser en 24 heures, hein, parce que les gars, ils vont appeler leur mère. On n'est pas sur Call of Duty comme ils jouent avec leur console, les trucs comme ça. Ils sont complètement lobotomisés. J'ai quelque chose contre la jeunesse actuelle, parce que franchement, moi, je les trouve très feignants. Non, mais il y a deux choses à dire. D'abord, effectivement, ça a été une hécatombe, et peut-être que le 14-18 aurait pu se passer autrement. Il faut le dire aussi, avec un certain nombre de généraux qui sont comportés comme des, comme des ordures. Mais ce n'est pas le pacifisme qui va régler les choses. Ah bah, bien sûr que non. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être qu'on pourrait avoir cette morale. Si vous avez la morale de l'autruche, que vous mettez votre tête dans le sable, n'oubliez jamais qu'une autre partie de votre anatomie est ouverte à l'avant. Et si on ne sort pas la tête du sable, quelques douleurs. Ah, il va ressortir, ça mais pour terminer, Pierre Malinowski, alors votre prochain projet, c'est quoi ? Alors mon prochain projet, ça va être probablement le plus grand en termes d'organisation, ça va être Stalingrad, puisque cette année avec le Covid, ils n'ont pas pu célébrer les 75 ans de la victoire contre le nazisme, et ça sera de l'année prochaine, donc le 9 mai à Moscou, avec des dizaines de chefs d'État, et moi je vais faire un projet au même moment à Stalingrad, où on a déjà une fosse de 200 soldats soviétiques qui seront exhumés par des experts français dirigés par Michel Signoli et des experts du CNRS, des archéos, et voilà. Et j'ai retrouvé les derniers vétérans, il en reste 7, 5 Russes et 2 Allemands qui vont accepter de participer
participer à plus de 100 ans pour le documentaire qui sera fait. Formidable. Et de travailler pendant 3 semaines pour montrer que le tournant de la guerre, c'est bien Stalingrad, fin 42, c'est pas Omaha Beach, même si j'ai un énorme respect pour ces jeunes Bien qui sont sûr. venus aussi. C'est juste sur le côté historique. Faut juste rappeler Bien que sûr. c'est les Russes à Stalingrad, c'est 1 million de morts, juste à Stalingrad. Et c'est là qui a renversé le cours de la guerre. Complet, c'est complet. Peu importe les méthodes qui ont été faites, parce qu'elles sont Bien discutables avec Staline qui envoyait tout le monde à la mort parce que c'était des ressources inépuisables. Moi, je parle sur le côté des jeunes gars qui avaient 18 ans, qui étaient dans la neige jusque-là, et pour repousser les Allemands à Stalingrad. Et là, on va les exhumer, on va en exhumer 200 par des Français pour montrer qu'on aime la Russie et qu'on rend hommage à ces gars-là qui sont morts, en fait, pour la liberté. Et ça va être mon projet du mois d'avril, vous allez en entendre parler. Eh bien, Pierre Malinowski, bonne fouille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.